J'apporte avec moi tout ce que mes deux patries m'ont donné, mes origines, mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que tout peut-être, mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. Ces rêves sont aujourd'hui malmenés. Un mur s'élève entre Méditerranée, entre les univers culturels dont je me réclame. Ce mur, je n'ai pas l'intention de l'enjamber pour passer d'une rive à l'autre. Ce mur de la détestation entre Européens et Africains, entre l'Occident et l'Islam, entre Juifs et Arabes, mon ambition est de le saper et de contribuer à le démolir. Telle a toujours été ma raison de vivre, ma raison d'écrire, et je la poursuivrai. Ces mots ne sont pas de moi, mais d'un homme qui aime écrire et penser la Méditerranée. C'est le célèbre écrivain Amin Maalouf. C'est extrait de son discours lorsqu'il a fait son entrée à l'Académie française. Et il résume peut-être à lui seul la thématique que nous allons débattre. On a parlé ce matin de... Intérieur, d'une certaine façon, il est au milieu des terres, ainsi que l'indique son épistémologie, son étymologie. Ah, intéressant. Intéressant lapsus. Le jargon philosophique réapparaît tout de suite. Eh bien, elle a une signification épistémologique qui, pour moi, est la signification d'être une mère de traduction. C'est le mot auquel j'associerai la Méditerranée. Traduction évidemment poétique, cette mère a toutes les raisons d'avoir été chantée par tant de poètes, y compris le plus grand du côté de chez moi, c'est-à-dire Senghor, mais elle est également une terre de traduction et elle m'intéresse en tant que classiciste, comme Catherine, j'ai été moi aussi nourri de latin et de grec, et elle est également importante pour moi comme philosophe, parce que ma discipline, la philosophie, évidemment, fait une signification toute particulière à la Méditerranée comme mère de philosophie et comme mère de transmission, de traduction de philosophie dans différentes langues et dans une hybridation qui correspond parfaitement à la citation que vous venez de donner. Je dirais que ce que m'évoque d'abord la question de la Méditerranée, c'est une promesse inachevée. Une promesse inachevée de par l'histoire, puisque lorsqu'il s'agit d'écrire la Méditerranée, il s'agit de la mettre en récit, de la mettre en intrigue, et de mettre en intrigue des éléments hétérogènes, et surtout des imaginaires de part et d'autre, dans le nord et dans le sud. Donc ça veut dire une promesse qui est inachevée parce qu'il y a là quelque chose à mettre au fond, qui concerne aussi l'idée de la traduction. C'est tout d'abord la question du conflit, la question de l'interprétation. Et comment on honore le conflit? Parce que de cet espace-là, qui est à la fois un espace géographique, un espace historique, dont se mêlent les récits fondateurs, qu'ils soient grecs ou romains, les récits religieux, notamment à partir du monothéisme, les trois versions du monothéisme, les récits littéraires, les récits historiques avec les chroniques, les voyages, et les récits artistiques. Et donc, en fonction des points de vue, ces récits-là sont intéressants parce que la mise en intrigue, c'est ce qui permet d'articuler du sens. Et en même temps, dans cet espace géographique, se sont passés d'un certain nombre d'événements qui étaient porteurs de promesses et qui ont été oubliés. Donc du coup, on ne peut pas aborder cet espace méditerranéen sans aborder la question du récit sur la question de la mémoire, sur la question du conflit des mémoires, sur la question du pardon, sur la question des récits de ressentiment de part et d'autre. Vous voyez, donc il y a là tout un espace, me semble-t-il, à penser, mais à le penser d'abord comme une promesse qui est déjà là, ou une promesse à réactiver, parce que le passé, c'est pas simplement la mémoire du passé qui est une mémoire toujours reconstruite en fonction des intérêts, mais c'est aussi le cimetière de promesses qui était de l'ordre de l'émancipation. Et donc, il y a absolument ce phénomène, quelque part, je dirais, de traduction, qui me semble en tout cas très important. Puis la question, est-ce qu'autour de cet espace du récit méditerranéen, on peut créer ce grand récit? Et ce grand récit, en tout cas pour moi, il passe par d'abord cette idée de mettre en commun nos récits. Et les récits subalternes, les récits qui ont été invisibilisés, demandent à être reconnus. Donc du coup, c'est l'espace méditerranéen, c'est l'espace de la reconnaissance par excellence en tant que promesse, qui est à la fois politique et éthique. Oui, quand j'avais eu l'invitation de Nadia, pas l'invitation,
Par suite, un texte sur la Méditerranée, je lui ai dit que je ne l'écrirai pas parce que dans toutes mes préoccupations, la Méditerranée n'existe pas. Je viens d'un pays au bord de l'océan Atlantique. À un moment, ce qui m'a intéressé, c'est l'Amérique latine. Je me suis même éloigné de l'Afrique et mes romans se passaient à Cuba, au Mexique, en Colombie. Donc, la Méditerranée, je vais en dire, parce que je ne suis pas méditerranéen. Nadia, oui, dans les échanges, je me suis quand même convaincu moi-même, pas Nadia qui m'a convaincu, mais moi-même que bon, je pourrais en parler d'autant plus facilement que je ne suis pas quelqu'un de la Méditerranée, dans la mesure où je n'en suis pas habitant, ni quelqu'un issu de cet espace. Tout ce que je dirais aura si peu de sens que on me pardonnera le fait que j'ai écrit ce texte. Et puis en cherchant, je me suis dit non, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder cette question. La Méditerranée est l'une des portes du continent africain. C'est une porte. Or, quand on dit porte, ça veut dire sortie, entrée, mais frontière. Et quand on dit sortie, entrée, frontière, ça signifie aussi qu'au fil du temps, c'est l'espace des plus beaux mensonges. Les humains en sont capables. Au bout d'un moment, quand on dit Méditerranée, ça sonne tellement beau que chacun a peut-être envie d'entendre un récit poétique. Or, c'est une porte, c'est-à-dire le lieu de rencontre. Ça signifie aussi l'espace qui a favorisé à un moment des dominations, des humiliations, des guerres qui ont façonné des identités. Ça a sédimenté des esprits, ça a sédimenté des fiertés et en général des fiertés blessées. Dans la mesure où, comme vous l'avez dit, elles sont aussi fondées sur des promesses jamais atteintes. Mais en même temps, si les promesses des humains avaient été atteintes, je pense que dans ce monde, nous sommes là parce que les promesses n'ont jamais été atteintes et que nous en faisons d'autres qui seront des promesses défuntes demain. Et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, ma Méditerranée, si je devais la chercher réellement, en tant qu'écrivain, est-ce que j'ai pu absorber des écrivains qui, eux, ont été influencés directement par cet espace. Ce que j'ai lu, les Mohamed Choukri, Driss Raebi, ou bien l'un des écrivains que je considère comme mon maître, l'un de mes maîtres dans mon panthéon, Katel Yassine. Je suis nourri aussi d'écrivains qui ont été nourris par la Méditerranée. Par eux, il y a quelque chose de la Méditerranée qui coule dans mon imaginaire. La Méditerranée, c'est aussi mon espace. Vous avez gardé le micro parce que ma première question vous est adressée, Samy Tchèque. Dans votre livre, Le continent du tout ou du presque rien, vous racontez une histoire de domination du savoir avec une question, celle de la verticalité dans la construction du savoir et dans les relations humaines. Et j'ai retenu une phrase dans vos écrits, un débat entre deux de vos personnages sur l'esclavagisme. Maïmouna qui dit « Ma sœur, nous ne nous faisons pas mutuellement mal, nous saignons d'une blessure commune. » Ces quelques mots, vous dites que vous n'êtes pas méditerranéen, mais finalement ces quelques mots, selon vous, est-ce qu'ils ne collent pas parfaitement avec ces deux rives de la Méditerranée? Oui, cette verticalité fait que même l'un à côté de l'autre, il nous serait difficile de construire ce que nous appelons l'en commun, pour citer un mot qu'aime mon ami et petit frère Fermin Sarr. Cet en commun-là devient compliqué parce que la verticalité, et je le dis, est quand même occidentale et blanche. Et elle est une chose unique dans l'histoire du monde. On a eu des dominations, on va dire, partielles. Les Arabes ont dominé. Le Maroc a quand même eu une part de domination, a façonné en partie l'identité d'une partie de l'Espagne, l'Andalousie. Mais jamais un peuple n'a réussi à reconfigurer l'humanité entière, d'abord à son image, pour en faire des inférieurs. Il n'y a qu'une partie de l'Europe qui l'a fait. En venant ici, je relisais
de Cortés, son livre magnifique sur la conquête du Mexique. Comment en quelques instants on a détruit la brillante civilisation des Aztèques. À partir de ce regard vertical, il y a une chose quand même. Comment moi me définir, complexé ou pas complexé, en face du nain blanc qui me regarde depuis une hauteur qui ne lui appartient pas, mais la hauteur qui appartient à ce que l'histoire a fait de lui. Il sait qu'il est le descendant de ceux qui ont reconfiguré le monde, qui l'ont changé à leur image pour faire de moi son inférieur. C'est quand même là qu'il y a le problème. On peut regarder l'Espagne de l'autre côté avec des voitures qu'on voit d'ici, mais les Espagnols sont des blancs. Comment enlever cette relation-là du blanc qui regarde l'arabe de l'autre côté? C'est-à-dire l'arabe, même s'il n'est pas arabe, le marocain c'est l'arabe. Comment enlever cette relation-là verticale de l'autre qui regarde avec l'idée que nous sommes supérieurs? Et c'est ça la question que je pose, même dans le petit texte que j'ai écrit pour le recueil collectif, le regard vertical, qui n'est pas juste un symbole, qui est ce qui nous définit dans les rapports humains actuellement. Vous allez prendre le micro juste devant vous, mais c'est vous qui allez un petit peu répondre. On a utilisé le mot espoir tout à l'heure. Dans vos déclarations, vous êtes très souvent, vous, des plus positifs pour le sud de la Méditerranée, l'Afrique. Vous dites par exemple, l'Afrique est devenue un continent porteur d'avenir. Et si l'Afrique réécrivait l'histoire de l'Afrique, ou encore, penser l'Afrique depuis l'Afrique est une urgence. Vous regardez dedans, mais vous, comme si vous nous disiez, en gros, levez la tête et soyez-en fiers, ne baissez plus la tête, comme en réponse un petit peu à ce que vient de nous dire Samy Tchakre. Parce que je suis très sensible à ce que Rachid appelait tout à l'heure la dimension de la promesse. Autrement dit, ce qui fait le cœur de la réflexion qui est la mienne, que j'essaie de conduire, et pourquoi je peux sembler souvent d'un optimisme qui confinerait presque à la naïveté, c'est que je trouve qu'il faut toujours être attentif au futur et faire en sorte que les décisions que nous prenons aujourd'hui, les réflexions que nous menons aujourd'hui, soient d'abord et avant tout éclairées par le futur que nous souhaitons. Je suis, de ce point de vue-là, un enfant de la prospective et de la prospective bergérienne. Gaston Berger, philosophe français dont la pensée a un petit peu subi une éclipse aujourd'hui et qui pourtant à l'époque était quelqu'un qui était beaucoup lu et beaucoup médité, père de la prospective, nous apprend la chose suivante. Il est le père d'une prospective qui n'est pas une prospective à l'américaine, la prospective qui consiste, si vous voulez, à regarder les tendances lourdes d'aujourd'hui et à les prolonger d'une manière mécanique et géométrique dans le futur. Non, c'est une prospective qui alliait évidemment réflexion mathématique, projection reposant sur des évidences, mais aussi imagination et même poésie. La vraie prospective ne se mène pas simplement par des prospectivistes qui savent prolonger des équations, mais également par des poètes de l'imagination et de l'imagination du futur. Et dès lors qu'on se donne un futur souhaitable, mais qui n'est pas simplement irréaliste, ce n'est pas du pur rêve, c'est un futur qui repose sur des germes de changement qui sont visibles au présent. Eh bien, à ce moment-là, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde son présent depuis ce futur souhaitable et souhaité, et on se pose la question toute simple, comment agir aujourd'hui pour ces lendemains qui viennent? Et donc, c'est l'attitude au fond la plus réaliste possible, parce que vous pouvez regarder le monde tel qu'il va, et regarder en particulier le continent africain. Vous vous dites la guerre est partout. Elle est même revenue dans les lieux où on pensait qu'elle n'existait plus. La fragmentation est réelle. Nous vivons une période de fragmentation des humanités dont il faut presque parler au pluriel, et une époque de tribalisme qui est telle que la vérité elle-même est embarquée dans cette fragmentation. La vérité va dépendre maintenant du camp auquel j'appartiens. Eh bien, qu'est-ce que vous faites dans un climat comme celui-là? Soit vous êtes cynique et vous vous dites, voici le monde tel qu'il va, tel qu'il est configuré, et vous, dans ce cynisme absolu, vous regardez au fond où sont vos propres intérêts. Ou alors,
vous considérez qu'il y a un horizon de sens vers lequel il faut aller et que c'est cet horizon de sens qui va vous permettre de lire la réalité telle qu'elle est au présent. J'ai fait ce long détour philosophique pour revenir à votre question dans sa précision. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui? C'est un certain nombre de problèmes. Le Sahel, on le voit, la fragmentation y est, l'insécurité y est. Ce qu'on croyait avoir oublié dans ce continent, c'est-à-dire les coups d'État, ont fait un retour en force. Mon pays, à l'heure actuelle, est en train de traverser une phase assez critique où on se demande si l'exception sénégalaise n'est pas en grand danger de mort. Donc, on voit bien l'ampleur des problèmes tels qu'ils se posent. Mais si on adopte la perspective et la prospective telle que je viens de la décrire rapidement, on fera attention également aux germes de changement. Les germes de changement sont tels sur ce continent que l'autoritarisme, le despotisme y est sur la défensive. Il y a une époque où, au fond, les despotes avaient pignon sur rue et pouvaient définir des démocraties dites africaines qui étaient des justifications de leur despotisme. On n'en est plus là. Le continent qui avait été considéré jusqu'ici comme un continent oublié des droits de l'homme et oublié de la démocratie a renoué avec les droits humains, a renoué avec la démocratie, même si celle-ci est en mauvaise santé comme elle l'est un peu partout. Ça, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, nous avons une jeunesse qui, pour l'instant, nous pose problème. Parce que cette jeunesse, évidemment, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut lui trouver des emplois, etc., etc. Toutes sortes de choses qui font qu'on pourrait penser que notre jeunesse est notre problème. C'est vrai, mais c'est également notre solution. C'est-à-dire qu'à l'horizon d'une ou deux générations, cette jeunesse dans le monde tel qu'il est configuré aujourd'hui sera l'un des atouts les plus précieux de ce continent. Ne pas oublier que la première énergie et la première ressource, c'est l'énergie et la ressource humaine, et celle-ci sera en abondance sur ce continent, pourvu que cette jeunesse, nous sachions aujourd'hui la former. Et d'ailleurs, le reste du monde ne s'y trompe pas. Pourquoi il y a une sorte de ruée nouvelle vers l'Afrique, comme il y en avait eu à Berlin en 1884 ? Parce que précisément, le fait que ce continent soit un continent d'avenir est devenu une évidence. La Chine est probablement le pays qui s'en est rendu compte le plus rapidement. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, les autres puissances sont en train de jouer catch-up, comme on dit chez nous, à Catherine et à moi, c'est-à-dire essayer de rattraper un terrain que ces puissances semblent avoir perdu sur le continent africain. Mais ce n'est plus la même Afrique à laquelle toutes ces puissances ont affaire. C'est une Afrique qui est aujourd'hui également convaincue que la construction de sa souveraineté passera par son unité. Cette unité K1, avec toutes les difficultés, avec tous les obstacles, est en train de se créer. Il y a aujourd'hui une politique africaine de l'Afrique, et ça, c'est important. Et peut-être d'ailleurs que ce que je viens de dire parle, et je suis dans le meilleur endroit pour parler de cela, parce que le Maroc, le pays où nous sommes, est probablement le symbole de cette politique africaine de l'Afrique vis-à-vis d'elle-même. Voilà toutes les raisons d'espérer, voilà des raisons qui reposent sur des termes de changement réels, et voilà pourquoi l'optimisme que je crois être le mien est un optimisme raisonné. Alors, sur le plan philosophique, je le traduis en disant que l'Afrique aujourd'hui est en mesure de proposer au monde des humanismes sur lesquels la reconstruction, la réparation de notre humanité devrait reposer. J'utilise souvent ce mot bantou de Ubuntu pour dire cela, que je traduis par faire humanité ensemble. Et je crois que cet humanisme de Ubuntu est une des meilleures propositions qu'aujourd'hui le continent africain puisse faire au reste du monde. Et celui qui avait vu cette promesse-là, c'était le président Barack Obama. Lorsqu'il a fait l'éloge funèbre de Mandela en Afrique du Sud, il a dit que Mandela avait offert à l'humanité le plus grand cadeau qu'on puisse lui faire, et ce cadeau tenait en un mot, Ubuntu, reconstruit comme un concept philosophique. Ça veut dire la promesse de faire humanité ensemble, et je reviens sur ce mot de Rachid, avec qui je suis pleinement d'accord. Merci. Rachid Benzine, vous vivez entre la France et le Maroc, où vous venez régulièrement. Cette Méditerranée, vous la connaissez très très bien. On lui donne des mots les plus sombres, quelquefois, la Méditerranée, le cimetière des migrants. Et en effet, ils sont des dizaines de milliers à avoir perdu la vie en tentant d'aller de l'autre côté. Vous mettez souvent en avant, Rachid, la méconnaissance des uns et des autres, la méconnaissance des religions qui conduit au pire.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette Méditerranée pourrait, pour notre avenir, être une véritable passerelle entre ce choc des cultures? Et je vais aller un petit peu plus loin. Pourquoi, Rachid, nous ne tirons pas les leçons de nos erreurs? Pourquoi on n'avance pas et on regarde toujours en arrière plutôt que de regarder devant nous? Je dirais que le problème n'est pas tellement de regarder en arrière, la question c'est quel est ce regard qui regarde vers l'arrière. Et on voit bien que lorsque nous regardons vers je dirais le passé, on a plutôt je dirais, un déficit d'histoire et un excès de mémoire. Et cet excès de mémoire ne nous permet pas de nous reconnaître nous-mêmes. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans la première table ronde, il était question de la question de l'histoire. Qui écrit l'histoire et comment on écrit l'histoire. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment compliqué les intrigues dans l'histoire que se racontent les Africains et globalement les Marocains. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de leur histoire qui sont complètement niés dans le déni. Et donc, au lieu d'ouvrir ces espaces de récits qui existent et qui font la richesse de ce récit, on les oublie complètement. Ce qui fait que, par exemple, sur l'histoire de l'islam, on enseigne rarement l'histoire de l'islam, on prend la tradition pour de l'histoire. À partir du moment où on prend la tradition pour de l'histoire, là on passe à autre chose. Vous voyez, donc du coup, on ne peut pas, me semble-t-il, en faire une promesse, quelque part, en termes d'émancipation et d'attachement, si le rapport à l'histoire n'est pas là. Moi je dis souvent à mes étudiants, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Malheureusement, ce n'est pas des histoires littéraires, ce n'est pas des histoires épiques, etc. Mais il y a quelque chose dans le drame, dans ce concept je dirais, de vérité, qui empêche cela. C'est-à-dire que, globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'on ne peut pas lire le Coran si on n'est pas capable de connaître la tradition rabbinique, si on n'est pas capable de regarder la Bible, les évangiles, tout ce qu'ont pu écrire les pères de la théologie chrétienne. Ça n'a pas de sens, on se coupe de quelque chose qui est fondamental, et donc ça devient un livre qui est clos sur lui-même. Et que je crois qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, à déconstruire sur le rapport à soi. Alors c'est très difficile parce que c'est une question de représentation. On a une représentation de nous-mêmes, on a une représentation de l'islam, on a une représentation des autres, et que fondamentalement, entrer dans la déconstruction de ces représentations peut faire mal à cette question de l'identité qui est devenue quelque part identitaire. Et donc, il y a, me semble-t-il, et c'est ça comme ça que je vois, en tout cas sur le discours religieux, qui est le discours prophétique. Le discours prophétique, c'est une promesse. C'est une promesse qui est toujours un horizon de sens, d'action, d'espérance, et puis il y a la promesse qu'on nous a donnée, puis il y a le résultat. Et donc, soit vous avez un certain nombre de conservateurs ou de fanatiques qui vont reprendre cette promesse pour faire ce qu'il y a de pire, vous voyez, et là on ne s'en sort pas, ou soit on réactive complètement, je dirais, nos héritages et nos héritages oubliés. Et ça, pour moi, il s'agit globalement de compliquer les intrigues, parce que lorsque vous compliquez les intrigues du récit, vous donnez autre chose. C'est-à-dire que pour moi, la question, c'est comment on agit. Qu'est-ce qui fait agir? Quelles sont les ressources des êtres humains qui leur permettent d'ouvrir des espaces, je dirais, autrement dit, comment sortir entre le discours apocalyptique et le discours du ressentiment et le discours de l'insécurité. Parce qu'il y a une guerre des récits. Il y a une guerre des récits qui est menée dans les pays au nord, au sud, et cette guerre des récits, globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que le sud est d'abord vu comme une menace. Et ensuite, ça pose des questions de souveraineté, parce que finalement, on exporte nos souverainetés aussi ailleurs. Et les pays comme le Maroc, comme la Turquie, jouent aussi le jeu. Vous voyez, donc ça devient aussi problématique en termes d'éthique et en termes de responsabilité. Mais que globalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un lien très fort entre récit, reconnaissance, appartenance et participation. Cette question du récit, pourquoi on adhère à un récit? Tout simplement parce que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Changez votre manière d'adhérer à une histoire, vous allez voir que vous n'allez plus être le même. Et la question, qu'est-ce qui est reconnu dans le récit? Ce qui est reconnu dans le récit, ce n'est pas une identité ou quoi que ce soit. Ce qui est reconnu dans un récit, ce sont d'abord des capacités des êtres. Une capacité à dire, une capacité à raconter, une capacité à faire, une capacité à s'imputer la responsabilité de ce que l'on fait. L'éthique. Donc la question dans la construction du sujet, mais allons-y, du sujet africain, dans quelle mesure il a cette capacité à se dire, dans quelle manière il a cette capacité à se raconter, à faire en sorte que ce récit soit là et qu'il intègre le grand récit, dans quelle mesure il a la capacité de faire, de pouvoir se réaliser, et dans quelle mesure il a cette capacité de s'imputer la responsabilité. C'est ce qu'on appelle le parcours de la reconnaissance. Et lorsque le parcours de la reconnaissance n'est pas là, qu'est-ce qui se passe?
il y a le mépris et l'humiliation. Et que globalement, nous vivons de plus en plus dans des sociétés humiliantes. Avishai Margalit, le philosophe israélien, il parle de société décente. Il dit peut-être qu'une société juste n'est pas possible, mais on doit faire en sorte qu'une société non humiliante soit possible. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société non humiliante? C'est une société où les institutions n'humilient pas les citoyens et les citoyens ne s'humilient pas les uns les autres. Et que les humiliations préparent toujours les violences de demain. Tout à l'heure, tu avais évoqué l'être à Nour. L'être à Nour, c'est un échange épistolaire qui est lié à un travail que j'avais fait pendant 1 an et demi dans les prisons françaises et belges pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on adhère à un récit de Daesh. Et à un moment, cette fille qui a fait des études de philosophie, son père qui est philosophe, elle lui a dit « Les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Et que les humiliations préparent toujours les violences de demain. Mais en même temps, on doit être capable d'aller dans nos traditions, qui sont multiséculaires, des traditions oubliées, pour pouvoir se relever. Et c'est là où l'humour juif peut être très intéressant. Parce que si vous regardez Charlie Chaplin, il ne cesse pas d'être humilié, en même temps il se relève. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre rapport, je dirais, à la mémoire, notamment, ne doit pas être un rapport, je dirais, qui est celui du ressentiment. Le ressentiment, c'est une mémoire qui ne veut pas guérir. C'est une mémoire qui n'arrête pas de ressasser complètement le passé. C'est une mémoire qui enferme le passé uniquement dans son propre regard, comme si le passé était déjà quelque chose qui est fini, qui est mort. Et donc, nous avons des entrepreneurs qui vont se saisir de ces éléments-là pour justement élaborer quelque part un statu quo et cette question du regard dont vous parliez tout à l'heure. Et en même temps, dans cette question du regard, quand on regarde l'Occident, il y a plusieurs récits en ce qui concerne la colonisation. Il n'y a pas eu qu'un seul récit. Et donc, ce serait faux, à mon avis, de réduire l'autre pour justement pouvoir opposer complètement sa thèse, opposer complètement sa vision dans la réduction quelque part d'une entité. Mais ce qui est très important autour de la reconnaissance, c'est la question du bien commun. Et c'est une vraie question qui se pose notamment en Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'une société, elle tient parce qu'il y a des biens communs qui sont soustraits au marché. Mais lorsque vous avez des sociétés où l'école et la santé sont devenus des biens privés, il n'y a plus de société parce que les gens disent « mais je ne dois rien à l'État ». Or, ce qui est en train de s'effondrer aujourd'hui, ce ne sont pas les États, ce sont les sociétés. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux parce que globalement, la plupart des États vont devenir, face à ça, ils vont devenir autoritaires, ils savent très faire, ils savent sécuriser, ils savent... Mais que globalement, si la société civile ne prend pas d'abord cette idée du bien commun, beaucoup aujourd'hui de gens vont vous dire « mais moi, je ne dois rien à l'État. Je paye les études de mes enfants, je paye la santé de mes enfants, je ne dois rien. » Et donc, du coup, on a des sociétés qui sont en train de, quelque part, de s'effondrer parce que la question institutionnelle n'est pas du tout pensée. L'institution, c'est la médiation. L'institution, c'est le lieu où on va honorer les conflits. Et donc, la prise en compte simplement des intérêts privés en pensant qu'on va s'en sortir parce qu'on a nos enfants, parce qu'on a notre réseau, etc., tout cela va finir par s'effondrer parce que ce qui survit aux êtres humains, c'est d'abord la question de l'institution. Et je terminerai simplement par cette citation de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, qui est tout un programme, voilà, et qui nous oblige à nous décentrer par rapport au récit que nous nous racontons. Il appelle ça la visée éthique. Il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et je trouve que ce serait la plus belle définition de cet espace méditerranéen, justement de cette visée éthique, et en même temps de se demander mais qu'est-ce que ça veut dire des institutions justes au Maroc? Qu'est-ce que ça veut dire des institutions justes au Sénégal? Qu'est-ce que ça veut dire des institutions justes, je dirais, en Espagne? Et que globalement, moi, l'espace méditerranéen, c'est d'abord ce qui me convoque, c'est d'abord mes souvenirs, c'est d'abord cet immigré qui quitte le Maroc à l'âge de 7 ans et qui tous les 2 ans revient par Tanger et qui ne visite jamais Tanger parce que la seule chose qu'il souhaitait faire, c'est arriver à Kémitra. Donc voilà, donc pour moi, la Méditerranée, c'est d'abord celle de l'immigration. Merci. Catherine Cusset, j'en arrive à vous, parce que votre regard va être des plus intéressants pour nous. Vous êtes plutôt du Nord, dont on parle tout à l'heure, depuis le Nord, le Sud, et une grosse partie sur le Sud. Mais le Nord nous intéresse bien évidemment, et votre regard en particulier, vous viviez plutôt France, États-Unis. Vous n'avez jamais écrit sur la Méditerranée. J'ai tout regardé, j'ai pas trouvé. Vous parlez quelquefois de famille, de désir, d'amour. Il y a des passages sur
les plages, les relations humaines sont presque au cœur de vos écrits, mais cette Méditerranée, et avec ce que vous avez entendu de nos invités, on aimerait bien avoir votre regard. D'abord, la Méditerranée, c'est une mer que j'ai découverte, je ne sais plus très bien quand, mais vers 12 ans, je crois, et j'ai constaté la première chose qui m'a vraiment énormément surprise, mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point elle m'a surprise. Elle ne bougeait pas. Il n'y avait pas de marée. C'était une mer calme, sans vagues, avec beaucoup de monde aussi. Enfin, c'était une très grande surprise, cette mer. Et donc voilà, donc la Méditerranée est entrée dans ma vie, l'Italie essentiellement, beaucoup plus que l'Espagne, la Grèce d'abord, puis l'Italie, la Turquie, on n'en a pas parlé encore de la Turquie. Et vous voyez, c'est une Méditerranée sensuelle, la première dont parlait Maram tout à l'heure, une Méditerranée du corps, de la beauté, enfin, de la beauté à la fois dans des lieux, dans les livres. Il y a vraiment une beauté et une poésie de la Méditerranée. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans un dilemme. D'abord parce que je n'ai pas voulu parler de l'autre Méditerranée que je ne connaissais pas. Je suis quand même évidemment un tout petit peu consciente du problème des migrants, comme ça va être difficile de ne pas l'être aujourd'hui. Et j'ai trouvé très intéressant l'intervention qui a été faite tout à l'heure par ce jeune homme, je n'ai pas le nom, mais qui a dit aujourd'hui, enfin vraiment, est-ce que la littérature peut être autre chose qu'une littérature finalement de la tombe, de cette mer comme tombe, de cette mer sépulcrale, de cette mer frontière. Enfin, c'est vraiment ça le grand problème de notre société d'aujourd'hui. Et la Méditerranée, en fait, ça recouvre énormément de choses dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a le nord et le sud. Enfin, c'est assez fascinant parce que est-ce qu'il y a un autre espace dans le monde qui recoupe comme ça autant de réalités opposées et différentes? Donc on a le nord et le sud, on a les riches et les pauvres, on a la religion, on a la Méditerranée chrétienne, qui est celle que je connais, et la Méditerranée arabe. On a le supérieur et l'inférieur. On n'a pas parlé d'Israël non plus, c'est encore le nombre de problèmes, de conflits, de guerres, c'est forcément un lieu de guerre, et pourtant la question se pose, mais alors, il y a quelque chose de commun là ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Et évidemment, je pense d'abord, ayant fait des études classiques de latin et de grec, à ce mot qui est resté toujours en moi, que vous connaissez tous, j'imagine, hein, Thalassa. Thalassa. C'est comme ça d'abord la Méditerranée. Hein. Et à quel moment ce mot a-t-il été prononcé? Quand les armées de Xénophon, les armées décrites par l'historien Xénophon, les armées grecques, sont retournées dans l'Anabase, sont retournées en Grèce après ces terribles guerres en Asie, décimées, ces armées, elles arrivent au haut de la montagne, elles voient la mer. Et alors le texte de Xénophon, que je suis allée relire en fait un petit peu pour la conférence d'aujourd'hui, est assez fascinant parce que le général est d'abord affolé, il pense que quelque chose de grave est en train de se passer parce qu'il entend du bruit et il sait que l'ennemi est sur leur trace et il se demande, ça y est, s'ils sont en train d'être piégés. Quel est ce cri? Mais ce cri est un cri de bonheur. Thalassa, Thalassa. Et la mer, et ce cri donc est repris ensuite par Albert Camus, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, et qui réutilise beaucoup ce passage de Xénophon. Et Albert Camus pense vraiment qu'il y a une culture de la Méditerranée. Or, Albert Camus nous vient de la partie sud de la Méditerranée. Il est parti en effet vers le nord. Et c'est une culture du soleil et de la mer. Et c'est quand même là, alors vraiment la question que je pose, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Alors, évidemment, je ne vais pas apporter la réponse. Je pense que ce qu'on soulève dans ces débats, c'est vraiment le dilemme. Mais je voudrais reprendre deux choses qui ont été dites ce matin et qui m'ont frappée. L'une par, excusez-moi si je suis obligée de... Samira, je suis obligée de reprendre les noms parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Donc, et qui est, quand elle a évoqué la question du foot, et de dire forcément, nous, de quelques pays de la Méditerranée que nous sommes, nous allons toujours être pour un pays de la Méditerranée. Et cela me rappelle, en 1998, je vivais à Prague à l'époque. Prague, pays du Nord, ville du Nord.
Et c'était très frappant, nous étions un certain nombre. Alors déjà, un des mes lieux préférés à Prague était un café, c'est pas très intéressant peut-être, qui s'appelait Chez Marcel. Et dans ce café, il y avait des serveurs marocains et algériens. Et c'était le seul lieu à Prague où je me sentais chez moi. Je me sentais là-bas chez moi. Je pense que de ce point de vue-là, la France est un pays du Sud. Et donc ensuite a eu lieu, nous étions là au moment de la Coupe du Monde, et tout se retrouvait, le café a loué une grande télévision, c'est quand même la fin des années 90, on sortait du communisme, c'était quelque chose de vraiment nouveau, et tous les étrangers, et les Tchèques aussi, se sont retrouvés là-bas, et c'était très frappant, le Nord contre le Sud, hein, c'était vraiment tous l'Amérique latine, les pays du Maghreb, les pays du sud de l'Europe étaient là contre le nord de l'Europe. Donc il y avait vraiment cette division. Alors c'est vrai que les pays d'Amérique latine, bon, ce n'est pas des pays méditerranéens, mais il y a une proximité quand même. Donc le nord contre le sud. Donc le foot veut dire quelque chose. Et l'autre chose dont on a parlé ce matin, et c'était là le romancier, pardon, excusez-moi, ah c'est terrible, redites-moi, oh là j'ai honte, Khaled Al-Khalisi, qui a parlé tout simplement du cèdre, de l'arbre, le cèdre. Et je crois que là on est en train de parler de quelque chose qui dure bien plus longtemps qu'un être humain. Au-delà de... Ce qu'il faut penser aussi, c'est le rapport au temps. La Méditerranée a toujours été le lieu des guerres et des conflits. On n'a pas parlé des croisades, il y a toujours eu des guerres et des conflits. Et maintenant, il y a la question des migrants, la Méditerranée comme frontière. Il y a la mort. Et en même temps, il y a quelque chose qui est là, presque j'ai envie de dire au-delà de la mort, qui est le cèdre. Qui est l'arbre, qui est une force de vie, parce que l'arbre c'est quand même une force de vie. Donc sans pouvoir donner de réponse, je pense qu'il y a quand même quelque chose que je ne saurais pas nommer, mais quelque chose de commun qui lie tous ces pays du nord et du sud de la Méditerranée. Je ne peux pas tellement aller plus loin parce que j'ai certainement un manque de réflexion, mais je suis frappée par tout ce qui a été dit ce matin et que j'ai trouvé à la fois tellement complexe, enfin, le sujet est à la fois tellement complexe et tellement passionnant. Mais juste avant, je vais poser une dernière question et puis la parole sera bien évidemment à la salle pour que vous puissiez partager également. Et je vais vous demander des réponses en fait concises, si possible, à cette dernière. Je crois qu'il a plus de batterie. Attendez, est-ce que vous faites la question que moi je voulais vraiment poser, parce que c'était la question qui a été posée ce matin que je trouve vraiment importante. C'est est-ce que c'est justement encore possible aujourd'hui de parler de ce que je dirais la douceur de la Méditerranée, la beauté de la Méditerranée, à l'époque où la Méditerranée est devenue... C'est le lieu de l'empathie, c'est le seul lieu de sentir avec l'autre. Si on n'avait pas de la fiction, je crois qu'on ne pourrait pas même se mettre à la place d'autre. C'est certainement pas les nouvelles à la télévision qui vont créer ce lieu-là. Et autre chose que vous avez dit, Rachid, que je trouvais extrêmement intéressant, c'est la nécessité de créer une mémoire, d'enseigner l'islam. Ça, j'ai trouvé que, pour le coup, c'était une proposition vraiment intéressante et importante. Mais maintenant, je vais parler un peu géostratégie. Vous avez parlé un peu de la Méditerranée. À mon humble avis, la Méditerranée a ce caractère un peu exceptionnel pour la simple raison, elle est la source de plusieurs philosophies, donc philosophie plurielle, philosophie grecque, chrétienne, judaïque, musulmane. En plus, c'est là où est née les religions monothéistes et même polythéistes, en pensant à l'ancienne Syrie où il y avait des polythéismes. D'où ma question. Est-ce que cet espace tellement chargé de mémoire, et parfois des mémoires conflictuelles, c'est ce qui crée cette tectonique des plaques civilisationnelles et culturelles? Merci. Je voudrais dire, c'est tout simplement qu'à un moment ou à un autre, nous pensons et disons la Méditerranée au passé. Le vrai problème pour moi, c'est là que parfois je ne suis pas toujours encore avec mon grand frère Suleiman. C'est que nous devions peut-être, bien sûr, le passé, mais lire la Méditerranée telle qu'elle est. Est-ce qu'on en est encore à cette histoire de philosophie et de religion née dans cet espace? Est-ce qu'en le disant de cette manière-là,
nous ne serions pas en train d'idéaliser un passé qui n'était pas idéal non plus, pour occulter la réalité du présent. La réalité du présent, c'est que la Méditerranée, ce n'est pas juste un espace conflictuel, c'est aussi une frontière qui dit clairement ce que ça signifie être de l'autre côté ou d'ici. Moi, je me souviens quand même, je peux le dire d'une autre manière, le Maroc, je suis allé à Meknès, Fès, Agadir, Rabat, Casablanca, bon ben, c'est pas la première fois que je viens à Tanger. J'ai eu dans ma courte vie, 63 ans c'est très court parce qu'il me reste encore 100 ans à vivre, plusieurs vies. La première où j'étais, togolais. Mais pour passer de Paris en Algérie, j'avais besoin d'un visa. Il était difficile à obtenir. Et à un moment, je suis devenu français. Pour aller de Paris à Alger, j'ai besoin d'un visa. Il m'est facilement accordé. Et assez souvent même, quand je suis invité, un visa de courtoisie. C'est aussi ça la réalité. Ce n'est plus ces philosophies dont nous avons la mémoire, dont nous sommes héritiers, mais ce que la Méditerranée est devenue. Elle est devenue une sorte de grand livre dont le soleil, dans ses reflets, nous permet de lire ce que ça signifie, les différences et les inégalités selon le coin d'où on vient, selon le coin dont on va peut-être définir son identité, selon le coin d'où on parle. On n'est pas le même selon l'Algérie ou la France. Je prends un exemple, je vais laisser la parole à Suleiman qui va enfin donner la réponse. Je prends l'exemple d'un frère français qui est des deux côtés de la Méditerranée, Éric Zemmour. Je crois que si Éric Zemmour, mon frère africain, avait été algérien, le discours qu'il tient en France, il n'aurait pas pu le tenir. Mais de l'autre côté, Éric Zemmour est quelqu'un qui peut peut-être tenir le discours qu'il tient et séduire beaucoup de Français parce qu'il correspond à une autre vision d'un autre homme dont le nom en berbère signifie, et nous le savons, Olivier. L'olivier, un arbre quand même qu'on aime aussi au Maroc. Elle est là. Moi qui suis noir, je ne vais quand même pas penser qu'il a fallu que les Blancs viennent pour qu'il y ait ce regard-là. Nous l'avions déjà avec les Arabes. La première structuration quand même des préjugés sur les Noirs ont été quand même, elle a été faite par des explorateurs arabes. Ibn Khaldoun, Ibn Battuta ont quand même structuré des identités, des préjugés, c'est normal. Je pense que moi, si je vais aujourd'hui chez les Papous, bien qu'ils soient sombres de peau, j'aurai quand même un regard vertical, parce que quand je vois les Papous à la télé, je n'ai pas tellement l'impression que nous soyons de la même civilisation. Donc, j'aurais tendance à dire, moi, arrivant là avec surtout une culture occidentale, il y a peut-être une légère supériorité de ma part. Je ne leur dirai pas, je serai très poli pour le cacher. Mais ce que je dis, et qui ne doit pas être opposé à ce que vous dites, c'est que vous pouvez multiplier les exemples. Jamais dans l'histoire du monde, vous ne verrez un peuple, à partir d'un segment de ses habitants, qui est réussi à restructurer le monde entier, l'humanité entière, à partir de visions plurielles, mais devenue une seule vision, la pensée racialiste, qui va mettre celui qui l'a défini au sommet et les autres en bas. Ensuite, ce n'est pas seulement le regard. La civilisation que ce regard-là a façonnée est celle dans laquelle nous sommes entrés. La preuve, quand même, si vous vous rendez compte de ce que ça fait, la preuve, c'est que en parlant de notre Méditerranée, faites le tour, vous vous rendez compte des références que nous avons citées pour parler de nous. C'est-à-dire, nous sommes dans la civilisation occidentale. Aucun peuple avant les Européens, une partie de l'Europe, n'a réussi à refaçonner le monde de la même manière, au point que de mon village
jusqu'à chez les Papous, nous ayons des choses en commun. Ces choses en commun ne relèvent pas de nos cultures, elles relèvent de l'élément occidental qui s'est propagé partout. Sinon, tout le reste, on pourrait peut-être dire une belle utopie, la plus belle, mais utopie absolument irréalisable. Mon grand frère, Moustapha Kébir, a rendu quand même hommage par un de ses très beaux romans. Je ne vous donne pas le titre parce qu'il faut chercher et vous découvrez tout ce qu'il a écrit sur l'émir Abdelkader, avec une seule phrase que mon grand frère m'a offerte, parce que je ne la connaissais pas avant qu'il ne me dise que je me mette à lire les poèmes de l'émir. Tout être est mon être. Or, le regard vertical dont je parle rejette l'idée de tout être est mon être, c'est que je reconnais l'autre comme un être, mais il est différent de moi, et c'est cette différence rendue universelle qui fait la particularité du regard vertical blanc, occidental. Celui qui me regarde de haut en n'étant pas blanc, il est regardé de haut au même moment que moi. C'est ce qui fait par exemple qu'en France, parfois, des Noirs et des Arabes se retrouvent dans le même combat parce qu'ils savent qu'ils sont regardés de haut par les Blancs. Quand je dis blanc, je ne dis pas individuellement chacun, non, je parle de l'héritage du regard. Qu'ils se regardent de haut ou pas, ils sont tous mis dans le même sac, regardés de haut. À un moment, ça n'a pas existé. Les Chinois n'ont pas pu, ou n'ont même jamais tenté de refaçonner le monde à leur image. Les Japonais ne l'ont pas fait, les Arabes ne l'ont pas réussi. À aucun moment, le monde entier n'est devenu le monde refaçonné par les Arabes. Nous sommes quand même dans une civilisation refaçonnée par l'Europe. Et je l'ai écrit, les Européens blancs pourraient disparaître. Ce peut qu'ils disparaissent un jour, on ne sait jamais, parce que c'est la réalité de l'histoire qui veut ça. Il pourrait mourir un microbe qui vient de tuer les blancs européens, d'où qu'il soit, l'Europe elle-même ou l'Europe transbordée, qui est l'Amérique, hein, les États-Unis, tout ça. Et puis, pour le OCDE, on dit, ah ben les blancs, ils sont en train de mourir, qu'est-ce qui leur arrive, les pauvres? Ben, c'est Dieu qui l'a voulu, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que même quand ils ne seront plus là, leur esprit sera là parce que nous vivons dans leur monde. Les Chinois ne nous proposent rien d'autre que ce qu'ils ont quand même pris de cette civilisation-là. Voilà des gens qui ont tellement réussi leur truc qu'ils n'ont même plus besoin d'être là physiquement pour que nous continuions leur œuvre. Nous vivrons quand même dans le monde qu'ils ont refaçonné pour nous. Ça, c'est une chose unique dans l'histoire de l'humanité. Qui parlait tout à l'heure, et je trouvais ça très intéressant, et ce sera peut-être la dernière question, et ensuite on clôturera avec quelques mots, qui disait est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté de la plaque quand on parle de la Méditerranée? On a parlé tout à l'heure de la jeunesse, et la préoccupation majeure de la jeunesse, vous la connaissez, c'est actuellement, on est bien loin des réflexions que l'on portait. Mais c'était intéressant de se dire, c'est le climat, quoi. Elle est en train de mourir, la Méditerranée, et personne n'en parle ici ce matin. On a parlé de l'histoire, on a parlé de relations humaines, on a parlé de notre passé douloureux, un peu de notre avenir. Et si elle se mourait, cette Méditerranée, sous les mains? Effectivement, c'est une question qu'il faut poser. Et l'idée d'une mort de la Méditerranée comme une métaphore, au fond, de la mort de notre planète est une idée qui doit également nous habiter. L'humanité que nous avons les uns et les autres, d'une certaine manière célébrée, même si nous l'avons célébrée de manière différente, se retrouve dans une situation où, pour la première fois, elle est devenue force géologique. Nous sommes devenus une force géologique au même titre que les forces géologiques qui ont fait par exemple disparaître les dinosaures. C'est-à-dire que toute réflexion que nous avons sur les différentes civilisations humaines, et la mer Méditerranée est en effet un espace de beaucoup de civilisations humaines, ce qui nous permet de répondre à la question qui avait été soulevée tout à l'heure. Ces civilisations savent qu'elles sont mortelles. On reprend le mot de Valérie à ce propos-là. Mais c'est l'idée même d'humanité et de sa vulnérabilité et de sa mortalité qui est aujourd'hui aussi un élément qui doit nous habiter dans toute réflexion que nous menons. Nous avons découvert, grâce
si je puis dire, au virus Covid, à quel point nous sommes une seule et même espèce. Ce virus a fait le tour de la Terre en une nuit. Donc nous pouvons construire toutes les frontières que nous voulons. Eh bien, ce virus se fiche royalement des frontières et nous enseigne que les frontières sont des constructions artificielles et absurdes. Ça veut dire que ce virus nous ayant attaqué en tant qu'une seule et même espèce, il faut que nous apprenions à répondre aux défis qui se posent à nous en tant qu'une seule et même espèce. De la même manière, le défi climatique qui fait qu'en effet, la Méditerranée, de ce point de vue-là, sur le plan environnemental, écologique, se meurt, comme se meurt notre continent. En la matière, élément de germe de changement, pour revenir à un terme que j'ai employé, l'Union africaine a en haut de son agenda la construction d'une muraille verte qui va parcourir le Sahel. Et il est évident que cette muraille verte, si nous arrivons à la construire, aura également des effets en direction du nord. Ce n'est pas simplement la désertification en direction du sud qui sera ainsi combattue, ce sera également une muraille verte qui aura une incidence sur le nord et jusqu'à la Méditerranée. Ça veut dire que nous avons aussi l'obligation impérieuse de répondre à ce défi environnemental. Et le défi environnemental, nous ne pouvons y répondre qu'en tant qu'une seule et même espèce. Ça veut dire que si nous construisons cette muraille verte, si nous y arrivons, à condition que le Sahel sorte de ce climat d'insécurité, ça voudra dire que nous améliorons la respiration de l'humanité dans sa totalité. Maintenant que nous avons le sens de l'unité de notre humanité, il faut que nous sachions construire une réponse qui serait une politique d'humanité. Il est impératif aujourd'hui que l'humanité ait un rôle politique en tant qu'humanité qui ne passe pas nécessairement par nos États-nations et leurs divisions et les frontières que ces États-nations construisent. Qui font, par exemple, Rachid l'a rappelé tout à l'heure, que l'Europe aujourd'hui met sa frontière en Afrique et avec tous les dérapages que ça peut provoquer, c'est-à-dire qu'un pays se constituant comme gardien de la forteresse d'Europe se met à dire pique-pendre des subsahariens, de ceci ou de cela, paroles malheureuses sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. Mais en tout cas, il y a une chose qui est impérative aujourd'hui, c'est que nous sachions, à l'image de ce qui s'est conçu autour de la Méditerranée, penser une humanité qui agirait en tant que telle et qui, en effet, abolirait des frontières dont les défis qui nous assaillent aujourd'hui se moquent royalement. Il n'y a pas de frontière pour le défi environnemental, il n'y a pas de frontière pour le défi pandémique. Il est donc temps que nous nous avisions, comme le dit une quatrième religion abrahamique, c'est la foi Bahaï. La Terre n'est qu'un seul pays et tous les humains en sont les citoyens. Vous savez, si nous mettions en place, pour répondre à l'utopie qui a été soulevée tout à l'heure, si nous décidions que les frontières sont abolies, paradoxalement, ça résoudrait la crise migratoire d'une certaine façon. Vous savez, quand un migrant va quelque part et ne s'en va pas, c'est parce que ce migrant n'a plus la possibilité de revenir le cas échéant. Donc, évidemment, le migrant va s'approcher et va rester à l'endroit où il se trouve. Si nous établissons une véritable circulation, les gens vont aller et venir. Il n'est pas vrai que la misère du monde va s'empiler sur le Nord parce que les humains ont, par vocation, mission de voyager, de circuler, d'aller et de venir. Pour revenir à la porte dont parlait Samy, une porte est véritablement une porte si elle permet d'entrer et de sortir. Et cela, il faut que nous sachions le mettre en place. La question. Il arrive qu'on réécrive l'histoire. L'histoire n'est pas stable. L'histoire s'écrit toujours au présent et pour des raisons avec des enjeux qui sont au présent. Ça veut dire qu'on revient toujours sur l'histoire et on la réécrit. À un moment donné, l'Europe impériale, l'Europe de la verticalité, a écrit l'histoire de la pensée philosophique comme une histoire strictement européenne. La philosophie née en Grèce d'un miracle, ça veut dire qu'elle n'est précédée par rien. Un miracle, c'est quelque chose qui apparaît et qui n'est précédé par rien et qui ne doit rien à personne. Et puis ensuite, cette philosophie grecque devient la philosophie antique européenne, et ensuite la philosophie moderne en passant par l'époque médiévale, etc. Ce n'est pas ça l'histoire que raconte la Méditerranée. La Méditerranée raconte une histoire de circulation de la civilisation, de la pensée et des philosophies et des langages.
Ça veut dire que vous n'avez pas le miracle grec comme commencement, vous avez parfaitement la translation qui va d'Égypte en Grèce, par exemple. Vous avez la translation qui fait que la philosophie ne passe pas directement d'Athènes à Rome et de Rome en France, ou de Rome à Londres, ou de Rome à Heidelberg. Elle est passée aussi bien par Nishapur, par Bagdad, par Cordoue, par la Karaouïne, par Fès et par Tombouctou, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire donc que cette circulation méditerranéenne de la pensée philosophique, cette circulation de la philosophie à travers des langues différentes, des civilisations différentes. Rappelons-nous, vous parliez tout à l'heure de cette fraternité abrahamique qui est aussi un des héritages de la Méditerranée, qui fait qu'à un moment donné, l'arabe est devenu la langue de la philosophie pour tout le monde. La langue de Maïmonide, c'est l'arabe. La langue de Sadia Gaon, c'est l'arabe. Tous ces philosophes juifs ont inscrit leur propre réflexion et leur propre identité dans la langue arabe à un moment donné. Quand la philosophie s'est mise à parler des langues qui n'étaient pas simplement des langues indo-européennes, mais tout aussi bien les langues sémitiques, et lorsque cette philosophie est arrivée au cœur de Tombouctou, s'est mise à parler également en Hausa, en Pulaar, en Wolof, d'où l'hybridation extraordinaire que toutes les langues africaines ont connue au contact de l'arabe. Le Swahili a 70% de son vocabulaire qui est un vocabulaire arabe. Les autres langues africaines, ce n'est pas la même proportion, mais c'est une proportion importante. Donc voilà le message aussi que porte la Méditerranée, le message du pluralisme, le message de l'hybridation. Alors, est-ce qu'on va opposer ce passé-là, cette réécriture de l'histoire de l'hybridation et l'histoire du pluralisme en Méditerranée, en disant oui, mais ça c'est le passé, c'est bien fini, aujourd'hui nous sommes devant la catastrophe qui fait que la Méditerranée c'est un cimetière de migrants. Non, il faut en tenir compte, mais comprendre que le passé et l'histoire, cela s'écrit au présent, mais cela s'écrit également pour le futur. Ça veut dire simplement que nous avons la responsabilité de réinventer ce monde du pluralisme, de réinventer cette politique qui est une politique de l'humanité, que l'humanité en tant que telle soit agent politique. Est-ce que ça s'est déjà passé dans l'histoire? Oui. La philosophe Hannah Arendt, après la Seconde Guerre mondiale, parce que la crise migratoire que nous vivons, elle s'est déjà répétée. Après la Seconde Guerre mondiale, vous aviez des tas de réfugiés qui parcouraient toute l'Europe. Des réfugiés qui, pour la plupart, étaient majoritairement des Juifs qui avaient été déplacés par la Shoah, mais pas seulement. Et Hannah Arendt a dit, il est temps que l'humanité comme telle donne les droits à ses sans-droits, parce que normalement, si j'ai des droits, ça veut dire que c'est mon État qui me les donne. Et c'est mon État qui protège mes droits. Dès lors que je suis un apatride, un migrant, je n'ai plus de droits. L'idée qu'un humain, en tant qu'humain, a toujours des droits, qu'on a toujours, selon l'expression de Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits. C'était l'affirmation que l'humanité, en tant qu'humanité, donne des droits qui ne passent pas nécessairement par des États qui décideraient de les donner. Eh bien, voilà un geste qu'il s'agit de reproduire maintenant à la dimension de notre propre humanité. Et cette utopie n'est pas irréaliste, elle est à notre portée, à condition que nous décidions d'aller dans cette direction-là, à condition que nous prenions la responsabilité véritablement de mériter ce que notre passé nous a appris à être, c'est-à-dire au bout du compte simplement une humanité qui embrasse le pluralisme et qui embrasse sa propre condition. On est très en retard, c'est moi qui voulais me faire bien discuter. Un dernier mot de fin quand même, qu'on vous entende chacun, si vous pouvez, très très court, parce que je vais me faire tuer, sinon moi. Bon, vraiment très court, moi j'aimerais terminer sur un message d'espoir comme celui-là, mais je suis une horrible réaliste. Et je pense, pour répondre à la question de madame, que se passerait-il si on ouvrait les frontières? Je pense que soulever la question du climat, et je pense aussi à cette dimension verticale qui me paraît une sorte de donnée première de l'humanité. Hélas, hélas, hélas. Et je crois que toute personne qui a des privilèges souhaite les défendre. Donc il faut des utopistes, il faut se battre. En fait, l'humain c'est un combat. C'est un combat, il faut se battre, mais c'est pas une donnée première. C'est ça que je veux dire. Et que voilà, donc je pense que si les frontières étaient ouvertes, il se trouverait quelqu'un pour les refermer. Voilà ce que je pense.
Ah oui, bon, ben là, je pense que je te plagie quand même parce que moi, c'est vrai, j'ai fait un effort. Hein. J'ai grandi quand même avec mon père forgeron et tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a besoin du feu, martyriser le fer pour obtenir nos objets. Je ne sais pas si c'est ça qui a quand même rendu dans mon cerveau quelque chose qui est un peu incompatible avec l'optimisme. Je suis un réaliste. Je pense quand même que même si on ouvrait les frontières, le monde ne changerait pas d'inégalité, puisque vous prenez quand même déjà à l'intérieur d'un pays, il n'y a pas de frontières. Tout le monde n'est pas égal à tout le monde au Maroc. Si on changeait les frontières, on les fermait, pour le moment, peut-être dans un futur que nous verrons, parce que nous vivons quand même 150 ans ou 1000 ans, ce qui va se passer, c'est le mouvement centripète qui va s'accentuer. Les jeunes dont nous parlons, dont beaucoup meurent dans la Méditerranée, pourraient aller librement ailleurs. Ce n'est pas encore, c'est pas la circulation qui serait simplement facilitée, c'est aussi la concentration de la main-d'œuvre jetable dans la mesure où, en l'état actuel, mais là où je peux rejoindre votre utopie, c'est que dans 1000 ans, ça changerait. En l'état actuel des choses, ils partiront nombreux vers des territoires qu'on considère comme les plus accueillants. Nous parlons de la Méditerranée. J'ai une petite pensée aussi pour, bien avant qu'on commence à mourir dans la Méditerranée, les morts par dizaines de milliers depuis que le phénomène a commencé, des pauvres qui viennent d'Amérique latine vers les États-Unis, ceux qui meurent dans le désert. Le désert aussi entre le Mexique et les États-Unis est un espace de culture et de mort de ceux qui veulent aller vers des sortes de paradis illusoires. Donc les frontières ne sont pas le seul problème. Ce qui va quand même être toujours un problème, c'est qui peut voyager. D'ailleurs, si on les fermait et qu'il faut prendre un avion, je peux vous le dire, les veuves de mon père dans le village où je suis né, c'est pas moi qui vais leur payer le billet d'avion, c'est trop cher, je leur dirai que je leur raconterai les histoires que moi je verrai dans le monde, qu'elles restent là tranquilles parce que je n'ai pas d'argent. C'est la question de la définition qui est mon semblable dans une société. Qui est mon semblable? Est-ce que mon semblable c'est mon frère, mon voisin, ou est-ce que mon semblable c'est celui qui habite dans une autre région? Ça suppose un principe de solidarité qui passe notamment par une espèce de politique publique qui crée de la reconnaissance. Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les êtres humains sont en quête de reconnaissance, et ce sont les institutions qui les reconnaissent. Même lorsque vous allez demander un visa, on vous reconnaît apte ou pas. Donc vous voyez, c'est les institutions. Mais il y a quelque chose quand même qui est en train d'émerger, c'est qu'il y a un retournement en termes d'histoire, c'est que les institutions elles-mêmes demandent que les citoyens les reconnaissent. Et ça, c'est une donnée fondamentale qu'il y a encore 50, 60 ans, on n'avait pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, il y a la possibilité de créer quelque chose qui va revenir de l'en commun ou du commun. Mais comment on crée du commun? On crée du commun par itération et par ce rêve dont parlait Suleiman, c'est-à-dire quelque chose qui relève des humanités et qui relève de l'hospitalité narrative. Hein, c'est l'hospitalité narrative, c'est comment j'accueille la narration de l'autre dans mon propre récit, comment je fais place à autre que moi-même. Et c'est ça la véritable question qui nous est posée, la question, c'est qui mon semblable? Et en termes d'inégalité, effectivement, il y a beaucoup d'inégalités, mais ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de l'inégalité sociale et économique, le grand sentiment, et à mon avis qui est quand même très très fort, quelles que soient les sociétés, parce que j'ai fait un travail sur la France, mais je retrouve le même phénomène, c'est quand même le sentiment d'impuissance à changer la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est profond. Cette impuissance à changer la réalité que vous retrouvez du côté des institutions, quel que soit l'argent que vous mettez, vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de changement, vous n'arrivez pas à passer d'échelle, et beaucoup de gens disent on n'arrive pas à changer la réalité avec ce que nous faisons. Nous n'arrivons pas à avancer. Alors c'est ça. Face à cette impuissance à changer la réalité, soit on devient égoïste et chacun se retire, chacun pour soi, et on est dans des tribus, et finalement mon semblable, c'est simplement celui qui pense comme moi, qui est de ma propre famille, ou soit vous avez ce que j'appelle le développement de discours virilistes, qui prétendent redonner de la puissance aux gens, Éric Zemmour, tous les discours des dictateurs. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a d'autres récits que le récit du ressentiment. Il y a un autre récit que celui du récit de l'insécurité. Il y a d'autres récits qui, eux, relèvent de l'émancipation. Et
ces récits, où est-ce qu'on les trouve? On les retrouve dans ce que disait Suleiman. C'est-à-dire quand on réouvre ce passé vis-à-vis de la mémoire, il y a des promesses ici qui nécessitent d'être réactivées. Et globalement, comment on les réactive? On les réactive par des récits, on les réactive par la fiction, on les réactive par le théâtre, on les réactive par le cinéma, qui ouvrent des capacités d'action. Toute la question quand on a des jeunes, c'est comment ne pas les alourdir de telle sorte des réalités du monde qu'au bout d'un moment, ils n'arrivent plus du tout à se relever. Et que globalement, le travail de tous les adultes, de tous les éducateurs, c'est de mettre en capacitation les gens, que l'État doit être en capacité de mettre en capacitation des gens sans nier la réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité ne s'arrête pas au principe de réalité. Parce que le principe de réalité, c'est une construction sociale et historique, et on vous dit, voilà, c'est ça la réalité. Non, ça c'est une vision de la réalité. Je peux décrire cette réalité autrement, qui va m'ouvrir des capacités d'action. Et il faut faire très très attention, on a le droit d'être pessimiste, on a le droit d'être le plus pessimiste du monde, etc. Mais à un moment, il va falloir se dire que l'histoire est inachevée, que le récit est inachevé, et que l'humanité est inachevée, et qu'une société est inachevée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les sociétés sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Et on l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire que globalement, même des sociétés du Nord peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains, il va falloir développer d'abord le souci de soi, le souci de l'autre et le souci des institutions. Parce que si on n'a pas le souci des institutions justes, si on n'a pas le souci de l'intérêt, on risque de ne pas y arriver. Et ce n'est pas, globalement, c'est pas un discours optimiste, c'est la réalité de ce que je vois quand je me balade au Maroc, quand je me balade en France, quand je me balade. Il y a des gens qui sont porteurs d'autres récits que celui du récit de la fermeture. Merci. Merci infiniment à vous d'avoir été là et de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura répondu. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses. Je vous remercie chacun.